Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. Il va présenter le premier grand projet de loi du gouvernement Philippe II ce matin au Conseil de ministres. Mais avant cela, il est votre invité Fabien Amias et Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. La menace est extrêmement élevée, disiez-vous hier. Est-ce cette menace qui justifie d'examiner ce matin au Conseil des ministres, dans 1h30 exactement, un texte qui instaure l'état d'urgence permanent? Ce n'est pas, comme vous le savez, l'état d'urgence permanent. Ça y ressemble furieusement. C'est un texte qui, justement, vise à sortir de l'état d'urgence pour introduire un certain nombre de dispositifs dans la loi qui permettent de protéger nos concitoyens. Et évidemment, on voit bien que ce besoin est très impérieux lorsque l'on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, à Londres, à Manchester, ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées chez nous. Nous voyons bien que la menace reste élevée, il faut y faire face et y répondre. Mais n'est-ce pas une fin d'une certaine conception de l'état de droit à la française, où finalement la police prend le pas sur la justice, puisque à l'exception des perquisitions, la justice dans ce texte de loi n'est qu'informée, je dis bien informée, des décisions des préfets? Non, si vous comparez ce qu'est l'état d'urgence aujourd'hui et les différents articles de notre texte, vous verrez qu'il y a de grandes différences et que chaque fois on essaye de prendre un certain nombre de précautions pour que les libertés individuelles soient respectées, mais en même temps, il faut permettre à nos services d'agir. Peut-être tout à l'heure me poserez-vous des questions sur quelques failles. Lorsque l'on voit qu'il y a des dysfonctionnements, on pointe tout de suite. Donc cela veut dire qu'il faut prendre les mesures pour garantir la protection des Françaises et des Français. Il y a des failles malheureusement et on va y venir. Les mesures clés de l'état d'urgence qui est en vigueur, je le rappelle, depuis novembre 2015 et qui va être également prolongée par une décision ce matin au Conseil des ministres, sont reprises donc dans le texte que vous présentez ce matin, atténuées certes sur certains points, les perquisitions administratives qui seront soumises à l'autorisation du juge, le bracelet électronique qui sera non obligatoire. Mais cet état d'urgence, il n'empêche malheureusement pas des attentats d'être commis sur notre territoire. Il y a eu encore une tentative avec ce kamikaze sur les Champs-Élysées lundi. Donc, soit c'est totalement inutile, soit au contraire, il faudrait aller beaucoup plus loin. Non, je crois, si vous voulez, que malheureusement, il n'existe pas de risque zéro. On ne peut pas garantir qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse se glisser à travers les mailles du filet. Mais il faut que celles-ci soient les plus serrées possibles, et c'est ce que nous essayons de faire. Vous voyez, lorsque l'on regarde les mesures que nous allons prendre, nous prenons des mesures pour les grands rassemblements, faire qu'ils soient sécurisés. Nous prenons des mesures... Par exemple, le Tour de France dans quelques semaines, ou qui vous permettrait des mesures de palpation de sécurité. Sur lesquelles nous travaillons d'ores et déjà. On voit bien qu'autour de la caravane, il y a des lieux où peuvent se commettre un certain nombre d'attentats. Et donc, nous travaillons à sécuriser des événements comme celui-là. Deuxièmement, les lieux de culte. Où un certain nombre de prédicateurs pourraient inciter au passage à l'acte. Nous prenons un certain nombre de dispositions. Ensuite, effectivement, la possibilité de perquisition, d'assignation à résidence, mais sous le contrôle du juge, et nous avons voulu mettre le juge des libertés pour qu'il y ait garantie des libertés individuelles. Il y a aussi une mesure dans ce texte dont je souhaiterais que vous nous la précisiez, sur les mesures individuelles de surveillance. Est-ce que concrètement, les autorités auront accès à nos identifiants informatiques? Vous savez, les identifiants qu'on rentre dans l'ordinateur, dans le téléphone pour se connecter. Alors, vous avez effectivement la nécessité de donner, je rappelle que c'est pour ceux qui s'apprêtent à commettre des actes de terrorisme ou dont on soupçonne. Voilà, c'est donc uniquement dans le cadre du terrorisme. C'est uniquement, ça peut pas et la s'appliquer loi à n'importe quel citoyen dans tous les paragraphes. C'est uniquement pour les actes de terrorisme, même pas pour des troubles à l'ordre public qui, par le passé, pouvaient être effectivement pris en compte par l'état d'urgence. Eh bien là, on aura votre numéro de téléphone, mais ce à quoi on n'aura pas accès, c'est votre numéro de passe, d'entrée, et donc on ne pourra pas écouter vos conversations. Ni écouter, ni donc connaître les mots de passe qu'on rentre pour débloquer nos téléphones ou nos ordinateurs. Vous parliez tout à l'heure,
monsieur le ministre de l'Intérieur, de failles, et malheureusement il y en a des failles, au sujet par exemple des fichiers S. Nous avons été stupéfaits il y a quelques jours d'apprendre que le kamikaze des Champs-Élysées avait une autorisation de port d'armes. Concrètement, comment est-ce que vous pouvez remédier à cette situation ? Alors d'abord, si vous voulez, il faut bien voir que les fichiers S sont des fichiers extrêmement larges, puisqu'il y a à peu près 15 000 personnes qui sont aujourd'hui dans les fichiers S. Et à quoi servent... Une petite dizaine de milliers en réalité concernés par les procédures de terrorisme. Exactement. Le reste, ça peut être des hooligans, des zadis, ça concerne un peu tout le monde. Absolument. Si j'ai bien compris. Ces fichiers, ils sont faits pour quoi ? Ils sont faits pour signaler aux services de police, français ou étrangers, quand par exemple on passe une frontière, que cet individu peut être effectivement dangereux et qu'il faut avoir un œil spécial sur lui. Mais après, vous avez d'autres fichiers qui concernent là directement la radicalisation, et c'est ces fichiers-là, évidemment, qu'il faut utiliser pour contrôler peut-être davantage qu'on le fait aujourd'hui, la détention d'un port d'armes. Et moi, je viens d'envoyer hier une lettre au préfet en disant qu'il faut qu'il soit d'une particulière vigilance. Et d'ailleurs, nous sommes en train de leur donner les moyens de contrôler davantage, effectivement, l'obtention de port d'armes pour un certain nombre de gens qui, effectivement, seraient connus de nos services et dont les préfets pourraient avoir eux-mêmes connaissance. Mais pour être parfaitement en transparence et en clarté sur ce sujet, il pourrait y avoir la création d'un fichier uniquement concernant les personnes radicalisées, un fichier R, comme le disait un ancien conseiller d'un ancien ministre de l'Intérieur hier dans le Figaro, Hugues Moutou. Nous avons tout à l'heure un conseil de défense et donc cette question va être examinée. Nous ne nous interdisons rien, nous voulons les mesures qui soient les plus efficaces. Comme vous le voyez sur ce problème du terrorisme, nous sommes en train de tout réexaminer, puisque à la fois vous allez avoir des changements à la DGSI, que vous avez à la création de la task force, et donc que nous remettons tout à plat pour que la sécurité maximale soit assurée. En tout cas, on vous a entendu, la question des fichiers S examinée dans 40 minutes maintenant à l'Elysée autour du Conseil de défense. Un autre sujet, il y en a beaucoup au ministère de l'Intérieur, s'annonce particulièrement sensible à l'aube de l'été qui commence. C'est la question des migrants. Anne Hidalgo, la maire de Paris, vous a adressé un courrier au sujet de ceux qui s'entassent dans des conditions déplorables, dans des camps de fortune autour du centre d'accueil humanitaire de la Porte de Chapelle à Paris. Il faut absolument éviter la création de nouveaux abcès de fixation que sont les camps de migrants. Je cite le président de la République dans une interview accordée ce matin au Figaro. Comment allez-vous régler cette question ? Alors je crois que le président de la République a totalement raison. Vous voyez, lorsque l'on regarde par exemple le passé de Calais, on s'aperçoit que Sangatte au début c'est un hangar qui est fait pour 400-500 personnes. Et puis on arrive à 2000. Que la jungle au début c'est quelque chose comme à peu près 600-700 personnes. Et on finit à 7000. Ça veut dire que si on ne prend pas des dispositions pour éviter que progressivement il y ait une concentration de personnes, alors on est facilement débordé. Le véritable problème, c'est le problème amont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, par des routes qui passent par l'Afrique occidentale, passent par le Niger, par le Mali, qui arrivent sur la Libye et ensuite qui arrivent sur l'Italie, voilà. Depuis le début de l'année, vous avez 65 000 personnes qui sont arrivées en Italie. Le vrai problème, c'est d'essayer de faire en sorte que ces routes de passeurs puissent être coupées et qu'on n'ait pas effectivement en Europe des flux d'immigration qui ne sont plus des demandeurs d'asile, mais de l'immigration économique que l'on n'arrive plus à gérer. Mais est-ce qu'il faut traiter le problème en amont, c'est une certitude, mais pour l'aval, est-ce qu'il faut d'autres centres d'accueil humanitaire en France, comme le réclame Anne Hidalgo ? D'autres pays l'ont fait. Par exemple, à un moment donné, l'Espagne avait des problèmes extrêmement importants parce que arrivait aux Canaries toute une série de migrants. Ils ont passé des accords avec une série de pays africains, la Mauritanie par exemple, et ils ont fait cesser ce flux de migrants. C'est ce que nous allons faire. Moi, j'ai rencontré la semaine dernière un de mes collègues africains pour commencer
à discuter de cette question et je me rendrai en Afrique pour discuter avec l'ensemble des ministres de l'Intérieur concernés de manière à faire en sorte qu'il n'y ait plus une route des passeurs qui d'ailleurs très souvent se confond avec la route des armes et avec la route de la drogue. Mais pas de nouveau camp, si on vous entend bien. Avant d'aller en Afrique, est-ce que vous irez à Calais ? J'y vais demain. Demain. Demain, je me rendrai à Calais, je verrai à la fois l'ensemble des élus, l'ensemble des responsables économiques et le monde associatif, qui évidemment ont des points de vue qui sont assez opposés. Vous savez qu'ils ont saisi le tribunal administratif de Lille. Je vais essayer de pouvoir concilier les points de vue de manière à ce que Calais ne soit plus cet abcès de fixation. Vous voyez, quand aujourd'hui, dans le Pas-de-Calais, on s'aperçoit que beaucoup de députés sont Front National, cela veut dire quand même qu'il y a un vrai problème et que c'est ressenti très fortement par la population. Moi, je veux que cela cesse et donc c'est pour cela que dès demain, je serai à Calais et que je discuterai avec l'ensemble des acteurs. Le gouvernement a été remanié hier. Vous avez conservé votre place premier dans l'ordre protocolaire d'ailleurs du gouvernement. L'exfiltration de François Bayrou de ce gouvernement est-il un soulagement ? Est-elle un soulagement ? Je crois que, si vous voulez, François Bayrou a fait preuve de responsabilité. Il a vu qu'il était en difficulté. S'il n'avait pas été garde des Sceaux, évidemment, le problème aurait pu se poser de manière différente. Mais la garde des Sceaux qui introduisait une loi de moralisation de la vie politique, il a fait ce qui lui a semblé le plus sage, c'est-à-dire le retrait du gouvernement. Et c'est une mesure de compensation d'avoir nommé l'une de ses fidèles, parmi les fidèles, Jacqueline Gourault, au gouvernement, pas n'importe où, elle sera votre secrétaire d'État. C'est un lot de compensation, elle va vous servir à quelque chose? Oui. Moi, j'aime beaucoup Jacqueline Gourault, qui est une sénatrice que je connais bien, avec qui j'ai fait, par exemple, toutes les lois sur la réforme des territoires, et en particulier la création de la métropole de Lyon. Donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Mais qu'est-ce que vous allez lui confier? Parce que secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, sans délégation ou sans enveloppe particulière, on se demande à quoi ça sert. C'est un grand ministère. Vous avez les problèmes dont vous venez de parler. Mais en même temps, vous avez toute l'administration et vous avez toute la réforme territoriale qui est encore à venir. Merci beaucoup, Gérard. J'ai une toute petite dernière question. Je ne sais pas si vous avez entendu à 7h30, Sophie Parra qui témoignait dans le journal de 7h30. Donc, elle a été blessée au Bataclan et comme beaucoup d'autres, elle ne comprend pas du tout la disparition du secrétariat d'État en charge de l'aide aux victimes. Des victimes qui se sentent oubliées. Pourquoi les laisser seules, ces victimes, face à leur désarroi et à leurs problèmes ? Si vous voulez, je pense qu'un ministre aura en charge cette problématique, qui est évidemment une problématique extrêmement importante. Qui est ce ministre ce matin qui s'occupe de l'aide aux victimes ? C'est le président qui définit les attributions et moi je ne sais pas qui le confiera ce poste-là. Mais on ne peut pas en même temps, vous comprenez, demander au président de la République et au Premier ministre d'avoir un gouvernement très resserré, ce que nous faisons, et puis en même temps de traiter l'ensemble des sujets. Il y a d'autres thématiques qui aujourd'hui, par exemple, ne sont pas traitées et dont les attributions devront être réalisées dans les prochains jours. Peut-être pour Jacqueline Gourault auprès de vous, pourquoi pas. Merci beaucoup Gérard Collomb. Déjà beaucoup. Merci Gérard Collomb et merci Fabien Navias. On se retrouve demain à 8h15. À demain.